Bonjour, je vous propose une correction de l'épreuve de mathématiques tombée au brevet en 2016. Si vous trouvez les explications un petit peu trop rapides, je vous donne rendez-vous sur mes autres vidéos. Celle-ci a plutôt tendance à vous inciter à faire le point sur l'ensemble de vos connaissances. Donc on regarde le sujet. On voit que l'épreuve de mathématiques, donc toujours durée de l'épreuve 2 heures, coefficient 2. On voit qu'il y a plusieurs exercices, dont l'exercice numéro 6 qui est noté sur 7 points, donc qui méritera que l'on y passe un petit peu plus de temps. On vous dit que toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée, et que pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, on vous conseille de laisser tout de même une trace de la recherche qui pourra être prise en compte dans la notation. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé le résultat final, on pourra quand même avoir des points, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc on y va pour l'exercice 1. Donc une société commercialise des composants électroniques qu'elle fabrique dans 2 usines. Donc, lors d'un contrôle de qualité, 500 composants sont prélevés dans chaque usine et sont examinés pour déterminer s'ils sont bons ou défectueux. Donc, on vous donne les résultats sous forme d'un tableau. Donc, on va d'abord s'intéresser au prélèvement de l'usine A. On vous demande si un composant au hasard provient de l'usine A, quelle est la probabilité qu'il soit défectueux. Donc là, la probabilité qu'il soit défectueux dans l'usine A, c'est le nombre de cas défectueux, donc toujours dans l'usine A, sur le nombre de cas au total dans l'usine A. Donc il y a 27 cas défectueux sur 500 cas au total. Donc la probabilité qu'il soit défectueux est égale à 27 divisé par 500, c'est-à-dire 0,054. Donc je réponds, si on prélève un composant au hasard parmi ceux provenant de l'usine A, la probabilité qu'il soit défectueux est de 0,054. Ensuite, on vous demande, si on prélève un composant au hasard parmi ceux qui sont défectueux, cette fois, quelle est la probabilité qu'ils proviennent de l'usine A? Donc la probabilité qu'ils proviennent de l'usine A, c'est égal à le nombre de cas défectueux provenant de l'usine A, donc le nombre de cas qui nous intéresse, divisé par le nombre de cas au total. Donc on ne s'intéresse qu'aux cas défectueux. Donc le nombre de cas défectueux dans l'usine A est égal à 27. Le nombre de cas au total défectueux, donc les 27 de l'usine A plus les 38 de l'usine B, c'est-à-dire 65. Et donc la probabilité qu'il soit défectueux, 27 divisé par 65, c'est égal à 0,415. Si on prélève un composant au hasard parmi ceux qui sont défectueux, la probabilité qui vient de l'usine A est de 0,415. On vous demande ensuite de voir, donc le contrôle est jugé satisfaisant si le pourcentage de composants défectueux est inférieur à 7% dans chaque usine. Est-ce qu'il sera satisfaisant? Donc déjà, on va regarder pour l'usine A. Donc le pourcentage de composants défectueux dans l'usine A, il se calcule donc par le nombre de cas défectueux dans cette usine, que l'on va diviser par le nombre de cas au total, toujours dans cette usine, et que l'on va multiplier par 100, puisqu'on demande un pourcentage. Donc le nombre de cas défectueux dans l'usine A, il est de 27. Le nombre de cas au total dans l'usine A, donc on a dit 500. Donc je fais le calcul, 27 divisé par 500, multiplié par 100, c'est égal à 5,4. 5,4 est bien inférieur à 7, donc inférieur à 7%. Le contrôle est bien jugé satisfaisant dans l'usine A, puisque 5,4 seulement sont défectueux. 5,4%. Et on va regarder pour l'usine B. Donc, le même calcul cette fois pour l'usine B. Donc, on prend le nombre de cas défectueux dans l'usine B, c'est-à-dire 38, que l'on va diviser par le nombre de cas au total, donc par 500, et on multipliera par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, 38 divisé par 500, multiplié par 100, alors là, je vois que c'est égal à 7,6. Donc, c'est supérieur, 7,6%, c'est supérieur aux 7%. Donc là, par contre, le contrôle ne sera pas jugé satisfaisant. Exercice 2, donc on vous donne 2 programmes de calcul. On vous demande de vérifier qu'en choisissant 2 au départ avec le programme A, on obtient 9. Donc, nombre de départ, première étape, je choisis donc 2.
Ensuite, multiplier par moins 2, donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et ajouter 13, donc moins 4 plus 13, c'est égal à 9. Donc je conclus, quand on prend 2 comme nombre de départ, on obtient bien 9. Quel nombre cette fois faut-il choisir comme nombre de départ avec le programme B pour obtenir 9? Donc on va chercher le nombre que l'on va appeler x. Dans le programme B, on soustrait 7, donc j'ai x moins 7. Et ensuite, je multiplie par 3. Donc x moins 7 multiplié par 3, je développe 3 fois x moins 7 fois 3, cela fait 3x moins 21. Donc ce 3x moins 21, maintenant je veux que cela fasse 9. Donc je résous l'équation. 3x égale donc 9 plus 21, cela fait 30. X égale 30 divisé par 3. Je trouve que x est égal à 10 et je réponds, il faut donc choisir 10 comme nombre de départ au programme B pour obtenir 9. Et on vous demande maintenant de trouver un nombre pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Donc pareil, nombre de départ x pour le programme A. Donc le programme A, je choisis un nombre et je le multiplie par moins 2. Donc x fois moins 2, j'ai moins 2x. Et j'ajoute 13. Donc je suis à moins 2x plus 13. Pour le programme B, on l'a fait à l'instant, on a trouvé 3x moins 21. Donc maintenant, je veux que le programme A soit égal au programme B. Donc moins 2x plus 13 égale 3x moins 21. Je résous l'équation. Donc moins 2x moins 3x est égal à moins 21 moins 13. Cela revient à moins 5x égale moins 34. X est donc égal à moins 34 divisé par moins 5. Cela fait 6,8. Et je réponds. Les programmes de calcul donnent le même résultat lorsque je choisis 6,8 comme nombre de départ. Exercice 3. Donc cette fois un exercice de géométrie. On a 3 figures différentes, codées différemment. Donc on va bien prendre en compte tout ce qu'on vous donne pour chaque figure et on vous demande de calculer la longueur AB. Donc pour la première figure, on regarde les éléments que l'on a. Donc on sait que l'on a un triangle rectangle en B, un triangle ABC rectangle en B. D'après le codage, on voit que AC est égal à 2 fois la longueur BC. Donc AC est égal à 2 fois 6 cm, cela fait 12 cm. Et donc là, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Je connais BC qui fait 6 et AC qui fait 12. Donc AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. On fait le calcul. On trouve que AB est environ égal à 10,4. Et donc je conclus que d'après le théorème de Pythagore, la longueur AB est de 10,4 cm au millimètre près. Ensuite, pour la figure 2, donc pareil, on a un triangle codé différemment. Donc je vois que je sais que l'on est dans un triangle ABC rectangle en A. Je connais BC 36 cm et l'angle ACB 53 degrés. Je vais donc pouvoir utiliser la trigonométrie pour calculer AB. AB correspond au côté opposé à l'angle C que je connais et on connaît l'hypoténuse. Donc je vais pouvoir utiliser le sinus. Le sinus de l'angle ACB est égal donc au côté opposé, le côté AB, divisé par l'hypoténuse, donc divisé par BC. Je remplace, donc sinus 53 degrés, que l'on connaît, égale AB divisé par 36. De là, je fais le produit en croix et je trouve que AB est égal à 36 multiplié par sinus 53 degrés. Donc AB mesure environ 28,8 cm, toujours au millimètre près. Enfin, la troisième figure, donc là, on a une figure complètement différente. On vous dit que AB est un diamètre du cercle de centre haut et on vous dit que la longueur du cercle est de 154 cm. Toujours, on vous demande de calculer, de déterminer la longueur AB au millimètre près. Donc là, il faut savoir que la longueur du cercle, cela correspond au périmètre de ce cercle. Donc il faudra également connaître la formule du périmètre d'un cercle. La formule du périmètre d'un cercle, c'est égal à 2 fois pi fois r. Cela veut dire que 2 fois pi fois r, pour la figure,
ce sera égal à 154 cm. Et ça va nous servir à calculer le R, le rayon. Donc 2 fois pi fois R, 154 cm. De là, cela veut dire que le rayon est égal à 154 divisé par 2pi, soit environ 24,5 cm. AB, donc le diamètre, est égal à 2 fois la mesure du rayon, donc environ 2 fois 24,5, vu que je viens d'arrondir la longueur du rayon, donc cela sera environ de 49 cm. Je conclus, AB mesure donc 49 cm au millimètre près. Exercice 4, donc, lors des soldes, un commerçant décide d'appliquer une réduction de 30% sur l'ensemble des articles de son magasin. L'un des articles coûte 54 € avant la réduction. On vous demande de calculer son prix après la réduction. Donc lorsque je déduis 30% d'un prix, cela fait que je le multiplie par 1, moins, parce que c'est une réduction, 30 sur 100. 30% c'est 30 sur 100. Cela revient à le multiplier par 0,7. Donc je prends le prix de départ, 54 €, et je vais le multiplier par 0,7 et je trouve 37,8. Je réponds qu'après la réduction, le prix sera donc de 37,80 €. Ensuite, on vous propose une feuille de calcul, type fichier Excel, et on vous demande pour calculer la réduction, quelle formule a-t-il pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer sur la ligne 2. Donc la ligne B2, là où il y a écrit 3,60 €, ça correspond à la réduction de 30% du prix avant réduction qui est sur la case juste au-dessus. Donc c'est égal à la case B1 que l'on multiplie par 30 sur 100 pour calculer le montant de cette réduction de 30%. Et par contre, dans la case B3, celle du dessous, mais ce sera le prix soldé, c'est-à-dire le prix avant réduction, donc la case B1, moins la réduction, donc B1 moins B2. Et ensuite, on vous demande le prix soldé d'un article est de 42 €, quel était son prix initial, donc le prix avant réduction. Ben là, on va faire une équation, on va appeler le prix avant réduction X, donc cela veut dire que X multiplié par 0,7, vu que je lui ai enlevé 30%, c'est ce qu'on vous dit dans la feuille de calcul, en case A2, donc X multiplié par 0,7, cela fait 42. Et donc là, je résous l'équation, je trouve que le prix de départ était donc de 60 €. Ensuite, l'exercice 5, un exercice de géométrie. Donc, on a une figure PRC. Donc, on se concentre sur la figure à droite. On vous dit que les points PAR sont alignés, les points PSC également. Donc, la zone PAS correspond à une zone de jeu pour enfants et la zone assurée, ASCR, correspond au skatepark. On vous donne des mesures et on vous demande. Donc la commune souhaite semer un gazon sur la zone de jeu pour enfants, donc le triangle PAS. Elle décide d'acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines pour gazon à 13,90 € l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 m² et on vous demande de calculer le budget qu'il faudra pour semer le gazon sur la totalité de la zone de jeu pour enfants. Donc il va falloir calculer l'aire de cette zone, donc l'aire du triangle PAS. Donc le triangle rectangle PAS, c'est la base fois hauteur divisée par 2. La base AS, on vous la donne, est égale à 18. La hauteur PA est égale à 30, donc 38 fois 30 divisé par 2, cela fait 270 m² pour l'aire. Donc on vous dit que un sac permet de couvrir 140 m², donc 270 divisé par 140, je trouve 1,9. Cela signifie qu'il faudra deux sacs à 13,90 € l'unité. Donc il faudra faire 2 fois 13,90 €, ça fait 27,80 € de budget pour semer le gazon. Donc pour acheter les 2 sacs qui seront suffisants et il en restera même un petit peu. Et on vous demande ensuite de calculer l'aire du skatepark, donc cette fois la partie assurée. Donc pour bien y voir clair sur la figure, on met toutes les valeurs que l'on connaît et on va devoir calculer la longueur RC. Donc cette figure, on sait que AS et RC,
donc les deux droites AS et RC, sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite PR. Donc déjà, on peut justifier que AS et RC sont parallèles puisque deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. Et de là, je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour calculer RC. Donc d'après le théorème de Thalès, donc je pars toujours du point d'intersection, c'est-à-dire du point P. Donc je vais avoir PA sur PR, qui est égal à PS sur PC, qui est égal à AS sur RC. Donc je remplace, j'utilise le produit en croix, et je trouve que RC est égal à 24, donc 24 mètres, je suis en mètres. Maintenant que j'ai calculé la longueur RC, je vais pouvoir calculer l'aire du skatepark. Donc on a dit que AS et RC sont parallèles. Ça veut dire que la figure RASC, elle a la forme d'un trapèze. Donc il faut connaître la formule pour calculer l'aire d'un trapèze. C'est égal à la petite base plus la grande base que je multiplie par la hauteur et que je divise par 2. Donc la petite base, ça va être AS, donc 18, plus la grande base, RC, donc 24, que je multiplie par la hauteur AR et que je divise par 2. Je trouve que cela est égal à 210 mètres carrés. Le skatepark a donc une aire de 210 mètres carrés. Exercice suivant, donc on vous donne des bouts de ficelle de 20 cm pour construire des polygones comme ci-dessous. Donc première étape, on coupe la ficelle de 20 cm en deux morceaux qui ne sont pas égaux. Deuxième étape, donc on a deux morceaux, on les sépare. Troisième étape, avec le premier morceau, on va construire un carré et avec le second, on va construire un triangle équilatéral, donc un triangle à trois côtés égaux. On vous demande de dessiner en grandeur réelle les deux polygones obtenus. Donc il va falloir savoir combien vont mesurer les côtés d'abord du carré. Donc on vous dit que pour cette partie, le morceau numéro 1 mesurera 8 cm. Donc le morceau numéro 1 qui sert à construire le carré, donc les quatre faces du carré, on va le diviser par 4, on trouve 2. Cela signifie qu'on va tracer un carré de 2 cm de côté pour avoir la figure en taille réelle. Et ensuite, je vais faire pareil pour le triangle. Donc, on a dit que la mesure de la ficelle qui sert, le morceau de ficelle qui sert au carré est de 8 cm sur les 20 au total. Donc, il me reste 12 cm pour les trois côtés du carré. 12 divisé par 3, je trouve 4. Cela signifie qu'on tracera un triangle équilatéral de 4 cm de côté. Donc, je commence à tracer un segment de 4 cm. J'utilise le compas. Je prends donc l'écartement, toujours 4 cm, depuis chaque extrémité du segment. Je fais un arc de cercle et ça me donne le sommet du triangle. Je relie. Et j'ai bien mon triangle équilatéral de 4 cm de côté. On va ensuite calculer l'aire du carré obtenu. Donc l'aire du carré, c'est côté fois côté. On a dit que le côté du carré mesure 2 cm. Donc l'aire du carré sera égale à 2 fois 2, c'est-à-dire 4 cm carrés. Et je vais faire pareil maintenant pour l'aire du triangle. L'aire du triangle, il faut connaître la hauteur et on vous dit que vous pouvez mesurer sur le dessin. Donc en mesurant sur le dessin, vous trouvez que la hauteur est d'environ 3,5 cm. Donc on va utiliser 3,5 pour la hauteur. Donc l'aire du triangle, c'est la base, donc n'importe quel côté. Les trois côtés font 4 cm de toute façon pour le triangle équilatéral. Donc base, donc 4, fois hauteur, donc 3,5 divisé par 2. Je trouve que cela fait 7 cm carrés pour l'aire du triangle équilatéral.
Ensuite, dans une seconde partie, on vous dit qu'on cherche maintenant à étudier l'aire des deux polygones obtenus à l'étape 3 en fonction de la longueur du morceau numéro 1. Qu'est-ce qu'on aurait pu proposer comme formule qui permet de calculer l'aire du carré en fonction de la longueur du morceau numéro 1? La longueur du morceau numéro 1 est égale en fait à la longueur au périmètre du carré. Donc le périmètre, ce sont les 4 côtés du carré que l'on va ajouter. Pour la formule de l'aire, on veut un seul côté. Donc on va prendre le périmètre que l'on va diviser par 4 et que l'on va élever au carré. Donc x divisé par 4 élevé au carré se fera x au carré divisé par 16. Ensuite, on avait un graphique avec deux courbes. Donc la courbe A, la courbe croissante, représente la fonction qui donne l'aire du carré en fonction de la longueur du morceau numéro 1. Et la courbe B, la courbe qui est décroissante, représente la fonction qui donne l'aire du triangle équilatéral, toujours en fonction de la longueur du morceau numéro 1. On vous demande, par lecture graphique et sans rien justifier, quelle est la longueur du morceau numéro 1 qui permet d'obtenir un triangle équilatéral d'aire 14 cm. Donc pour le triangle, je regarde la courbe B. Je regarde à 14 cm et je vois que graphiquement, l'abscisse qui correspond est environ 2,8. Et ensuite, quelle est la longueur du morceau numéro 1 qui permet d'obtenir deux polygones d'aire égales? Donc là, ça va être lorsque les deux courbes se croisent. Donc je vois qu'elles se croisent toujours par lecture graphique arrondie, ce n'est pas vraiment exact. Je vois qu'elles se croisent pour le point d'abscisse environ 9,5. Donc par lecture graphique, je vois que la longueur du morceau doit être d'environ 9,5 cm pour que les deux aires soient égales. Et l'exercice 7, le dernier, on vous donne un vase qui est schématisé donc à gauche. On vous dit que c'est la forme d'un pavé droit de dimension extérieure 9 cm sur 9 cm et de hauteur 21,7 cm. Donc c'est un pavé droit, la base est un carré. Par contre, il faut tenir compte de l'épaisseur des bords et l'épaisseur du fond. Donc Antoine veut mettre 150 billes dans le vase et il veut ajouter de l'eau colorée sans risquer de débordement. On va d'abord calculer le volume du vase, donc qui est un pavé droit. La formule c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc vu que la base est un carré, longueur et largeur vont être égales. Donc 9 moins 0,2 fois 2 de chaque côté. Donc ça correspond à l'épaisseur qui fait perdre du volume intérieur. Donc 9 moins 0,2 fois 2, donc 9 moins 0,4 c'est égal à 8,6 cm de longueur et 8,6 cm de largeur. De même que la hauteur de 21,7, je vais enlever l'épaisseur du fond qui fait perdre du volume. Donc la hauteur à considérer, ça va être 20 cm. J'applique la formule et je trouve que le volume du vase, donc longueur fois largeur fois hauteur, est égal à 1479,2 cm3. Je vais maintenant devoir calculer le volume des billes, puisqu'il veut mettre 150 billes dans le vase. Donc on vous donne la formule 4 tiers fois pi fois r au cube. Sur la figure, on connaissait le diamètre de la bille, 1,8, donc le rayon est égal à la moitié, 0,9 cm. Et donc j'applique la formule pour calculer le volume d'une bille, donc 4 tiers fois pi fois 0,9 au cube. Je vois que c'est environ égal à 3,05 cm3. Donc ça c'est le volume d'une bille. Le volume des 150 billes, ce sera égal à 407,5 cm3. Donc dans ce vase, il va mettre les 150 billes. Donc dans les 1479,2 cm3 du vase, il va mettre les 150 billes qui vont occuper 457,5 cm3 et il veut rajouter tout du moins 1 litre d'eau. Mais il faut savoir qu'un litre d'eau c'est égal à 1000 cm3. Donc on va ajouter tout cela, donc le volume des 150 billes plus le volume du litre d'eau, ce sera égal à 1457,5 cm3. C'est bien inférieur au volume total du vase qui est à 1479,2 cm3. Antoine peut donc ajouter 1 litre d'eau colorée sans risquer le débordement.
Et bien voilà, c'est terminé. J'espère avoir été à peu près claire, même si je suis, comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, bien consciente que les explications sont sans doute un petit peu rapides, mais j'espère tout du moins que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à approfondir pour mieux comprendre en regardant mes autres vidéos. Merci, bon courage et à très bientôt. N'hésitez pas à voir et revoir mes autres vidéos. Être saisi dans la cellule B8 pour obtenir la quantité totale de lait collecté. Donc on regarde la figure et on regarde surtout ce qu'on nous donne dans l'énoncé puisqu'on f de x égale 2. On a dit que f de x égale 3x carré moins 10. Dans cet exercice de géométrie, nous allons utiliser la trigonométrie, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube car les maths, ça se mate!